Qu'est-ce que ça prend pour écrire un mot, une phrase, un texte? Une idée claire, c'est sûr, du vocabulaire riche, peut-être, un geste fluide, absolument. Un peu de tout ça, mais pas mal plus encore. Chose certaine, l'écriture, ça implique pas mal plus que bien tenir son crayon. C'est une tâche ultra exigeante qui demande toute une coordination entre le cerveau et le corps afin de faire apparaître efficacement et lisiblement les idées sur le papier. Dans cet épisode, je discute avec Lauriane Lacerte, orthophoniste, formatrice et animatrice du podcast L'orthophonie simplement. Ensemble, on démystifie ce qui rend le langage écrit si complexe pour les enfants et pourquoi certains décrochent et vite ou se retrouvent freinés dans leurs apprentissages à cause de leurs difficultés avec l'écriture. On parle de posture, de conscience phonologique, de stratégie d'intervention, de collaboration entre ergo et ortho, bref, de tout ce qu'il faut mieux comprendre pour prévenir les défis et mieux soutenir les jeunes dans leur parcours scolaire. Et comme j'enregistre cette intro après coup, je peux te dire que nous avons eu un échange concret, éclairant, et ce, autant pour les pros que les enseignants, les éducatrices et les parents. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre Bouger pour grandir, le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Donc, le langage écrit, c'est littéralement comme du langage qui est dans notre tête, là, des pensées, des idées qu'on veut transférer sur le papier à l'aide de gestes. Là. C'est ça qu'on appelle la transcription. C'est de ça qu'on parle. Oui. Puis quand ça bloque, quand c'est difficile, ben, il peut y avoir différentes causes, différentes raisons en arrière de ça. Puis, il y a deux professionnels qui sont principalement impliqués dans ça. Et c'est l'ergothérapeute et l'orthophoniste. C'est ça. De là, notre rencontre aujourd'hui, où on va partager chacune nos perspectives professionnelles sur ce sujet-là, puis comment elles se complémentent, tout comme dans l'action d'écrire, finalement. OK. Alors, je te laisse le micro en premier. Ce qu'on pourrait faire, c'est dire, c'est quoi les affaires, les choses qui peuvent influencer comment un enfant écrit? Autrement dit, ce que ça prend pour bien écrire ou ce qui pourrait être un défi pour certains enfants. Ouais, c'est ça qu'on va faire. Ouais. Fait que j'y vais avec tout ce qui est la partie plus au niveau du langage. Oui. Donc, au niveau du langage, il faut, tu sais, comme tu as dit au début, c'est assez complexe. Oui. Partir d'une idée dans notre tête à la transcrire à l'écrit. Donc, il y a plusieurs étapes juste dans tout ça. Oui. Fait que c'est sûr que faut garder en tête, si on parle déjà d'avoir une idée. Déjà, avoir une idée, ça peut être un défi pour certains enfants. Oui. Avoir une idée, ça peut être complexe. Après ça, il faut avoir une idée, il faut organiser cette idée-là. Ouais. Donc, organisation des idées dans un ordre. Souvent, quand on va écrire, il y a une intention d'écriture, surtout plus on vieillit. Ben, généralement, oui. Oui, on a une intention d'écriture en arrière de ça. Il faut garder ça aussi en tête. Après ça, il faut voir, OK, qu'est-ce que je veux transmettre, avec quelle phrase je vais transmettre ça. J'ai mon idée, je sais où est-ce que je m'en vais, c'est quoi la prochaine phrase que je dois faire pour transmettre cette idée-là. Donc, les phrases, les mots de vocabulaire qu'on choisit, c'est-tu un bon mot, c'est-tu un mot riche, ça représente-tu bien mon idée? Fait que ça, c'est tout l'aspect plus langage. Tu donnerais-tu un exemple de différentes intentions d'écrire? Oui. Parce que je sais de quoi tu parles, mais je trouve que ça serait le fun qu'on ait des exemples de... Parce que ça influence tout le processus. Oui. Ça, là. Oui. Fait qu'une intention d'écriture, ça pourrait être des simples comme « je dois composer une phrase avec mes mots de la semaine », par exemple. Comme ça pourrait être « je dois écrire une lettre d'opinion en lien avec, je sais pas, le port des uniformes à mon école ». Fait que ça peut être « je veux raconter une histoire ». Puis dans l'intention d'écriture, il y a le sujet de quoi je veux parler, c'est quoi le type de texte qui est attendu aussi. Est-ce que je veux une histoire? Est-ce que je veux un texte d'information? Est-ce que je veux un texte d'opinion, un argument? Fait
Fait qu'il y a tout cet aspect-là. Puis des fois, la longueur est prescrite aussi. La longueur peut être prescrite. Oui. Puis à qui ça s'adresse? Oui. Est-ce que je m'adresse justement, je ne vais pas écrire de la même façon Oui. si c'est un texte descriptif pour mettre dans un cahier, surtout pour présenter tous les animaux, par exemple, là, que je fais un projet de classe. Oui. Ou j'écris quelque chose de plus formel, par exemple. Là, je compose comme si j'écrivais une lettre à mon directeur d'école. On n'a pas du tout la même façon. Fait que pour moi, c'est tout ça l'intention de l'écriture. Oui, mais c'est gros, vraiment. Je suis contente que tu l'aies expliqué parce que ça, je l'ai dit, ça change tout ce qui va ressortir de ça. Continue. Oui, c'est ça. Puis ça demande quand même des ressources cognitives de tout prévoir ça. Là, on est vraiment en amont de juste écrire, le geste d'écrire. Il y a comme tout ça avant. Puis, tu sais, là, je parlais vraiment des idées, les phrases. Même quand on a ça, après ça, il faut écrire. Mais là, il y a comme tout ce qui vient l'orthographe des mots. Comment ça s'écrit, ce mot-là? Oui. Moi, je vais écrire magnifique. Est-ce que je sais c'est quoi les lettres pour écrire magnifique? Comment ça s'écrit comme tel? Fait que l'orthographe, puis éventuellement vient toute la grammaire. Est-ce que ça prend un S au pluriel? Est-ce que c'est il, S avec un ENT? Tout ça. Oui, surtout en français. Hein? Oui, en français. On a tout un défi côté apprentissage. Fait qu'il y a tout ça, puis dans cette tâche-là va venir aussi tout ce qu'on va dire les fonctions exécutives. Donc, je dois maintenir mon attention sur cette tâche-là. Je dois penser à plusieurs choses en même temps. C'est comme une tâche qui est assez complexe. Je dois m'organiser autant dans ma tête que dans mon espace de travail, respecter une certaine procédure. Des fois, on leur demande même de faire de la révision, de la correction. C'est une tâche qui est très, très, très complexe, là, avec plusieurs... c'est ça, qui demande beaucoup, beaucoup de ressources. Ben tellement. Puis du côté moteur, il y en a plein aussi. Puis la première chose à laquelle on va penser, c'est le crayon, la prise du crayon, comment on tient le crayon. Mm-hmm. Oui, il y a plusieurs façons de lire le crayon, mais l'idée, c'est que il faut que ça soit fonctionnel pour faire des lettres qui sont pas trop grosses. C'est sûr qu'il y a une phase d'apprentissage où là, on n'a pas de ligne, puis on est vraiment dans comment se fait la lettre, mais éventuellement, il faut que ça soit sur des lignes et il faut qu'on arrive à moduler les espacements, puis tout ça. Il y a savoir qu'il faut des espacements, mais il faut être capable aussi de contrôler la main pour le faire, pour pas que les lettres se chevauchent et tout ça. Donc, il y a tout l'aspect de la motricité fine et du contrôle du crayon qui, on voudra, on va probablement en reparler, mais deviennent dynamiques. Donc, tracer les lettres, ça se fait avec des mouvements des doigts et non des mouvements du bras, parce que ça, c'est moins fonctionnel. Mais le bras est attaché au tronc. Donc, c'est sûr que si mon tronc est tout croche, puis j'ai la tête penchée, puis j'ai pas de stabilité dans ma posture, tout ça va se répercuter sur la main, sur le crayon. Fait que ça prend une bonne posture. Et en arrière de ça, ben si je suis pas installée dans un pupitre ergonomique puis que la table est très haute, ben j'ai pas le choix. Comme ça va influencer comment je me place. Fait que tous ces facteurs-là vont encore là influencer comment je tiens le crayon. Et derrière ça, il y a juste... Mais je trouve que ça rentre peut-être un peu dans les fonctions exécutives, de savoir des stratégies comme comment je devrais placer ma feuille. Est-ce que je la mets tout à droite, tout à gauche, loin de moi, proche de moi? Est-ce que je la déplace en cours de route? Donc, comment je m'organise dans mon espace, où je place ma main pour débuter en dessous de la ligne ou en haut de la ligne, comme les gauchers font ça en haut de la ligne. Souvent, c'est plus efficace quand on est sous la ligne, ce qui fait que le coude est un peu plus près du corps. Donc, tout l'aspect de positionnement va se répercuter sur l'aspect final de mon écriture. Sensoriel, il faut en parler aussi. Okay? Le sensoriel, ben, pour bouger ma main, je dois sentir ma main dans l'espace. Fait que si je la sens pas, je risque d'avoir des mouvements moins précis. Donc, si les messages qui sont dans mes muscles me disent pas exactement où est ma main dans ce moment précis, ça va être dur de déplacer, par exemple, juste assez pour la prochaine lettre ou juste assez pour le prochain mot, les espacements. Mais je dois aussi sentir... C'est pas fini? Je dois aussi sentir le crayon dans ma main. Fait que si, au niveau tactile... Ben en fait, ce que je disais tantôt, c'était plus ce qu'on appelle la proprioception. Donc, où est mon corps dans l'espace? Mais là, il faut que je sente le crayon dans la main. Si je le sens pas bien, ben je vais peser trop fort, peut-être pas assez fort. Ça va affecter la pression. Donc, l'aspect physique, ça va peut-être être trop foncé, puis là, ben, ça va comme devenir malpropre ou pas assez foncé, mais aussi, si j'appuie trop, je vais me fatiguer plus, je prends plus de muscle. Fait que ces aspects-là sont importants. Puis, il y a tout l'aspect de la posture. Donc, comment je tiens ma main, comment je
Puis si on extrapole le sensoriel, ben ce qu'on voit, tout le visuel, l'aspect visuel, c'est là-dedans aussi. Comme je dois bien interpréter où est la ligne, qu'est-ce qui se passe dans l'espace devant moi, justement. Tous les aspects visuospatiaux qu'on appelle partent de la vision, de la perception visuelle. Alors ça joue aussi. Et penses-tu qu'il y en a d'autres? Je vais te parler de praxis. Praxis, c'est le mot plus le jargon clinique où on parle de planification motrice. Oui. Donc, quand j'apprends à écrire, je vais me créer une petite bibliothèque dans ma tête de comment ça se fait un A, comment ça se fait un B, que ce soit en script ou en cursif, c'est pas l'importance, mais je dois encoder ce patron moteur-là qu'on appelle, puis ensuite, je vais pouvoir comme aller le récupérer, puis le faire sur le papier, donc l'aspect transcription. Fait que s'il y a quoi que ce soit qui se passe dans ce processus-là, j'ai pas le bon plan, puis ça inclut la force, la vitesse, comment la main bouge, bien, c'est sûr que ça va affecter au bout du compte. Puis derrière tout ça, il y a... Tu parlais d'intention d'écriture, mais il y a l'intention motrice aussi, comme on parle de contrôle moteur volontaire. Donc, est-ce que je suis en plein contrôle de mes mouvements? Tu sais, quand on est, puis on est bébé, on bouge d'une manière involontaire, les réflexes, puis tout ça. Donc, tout le processus, on appelle ça le neurodéveloppement de l'enfant. Est-ce que ça s'est bien fait? Et est-ce que l'enfant est en plein contrôle de ses mouvements pour tout ce que je viens de décrire? Fait qu'il y en a pas mal d'affaires qui entrent en jeu dans l'écriture, puis je te recite, l'écriture, c'est complexe. Et de là, de mieux comprendre pour mieux déceler quand il y a un besoin et accompagner. Tout à fait. Alors, là, la question qui pourrait se poser, c'est quel professionnel s'occupe de quoi, qui aller voir, si on soupçonne, parce que tout ce qu'on vient de décrire, ce que les gens à l'école, par exemple, ou les parents vont remarquer, c'est pas identifié encore. Ce qu'on va voir fonctionnellement, c'est des problèmes à fonctionner au niveau académique avec l'écriture, donc des répercussions sur l'apprentissage. Alors, qu'est-ce qui est plus de l'expertise de l'orthophonie? Oui. Je dirais tout ce qui est, par exemple, justement, tout ce qui va toucher le langage. En fait, on a parlé, fait que le langage, nous, on appelle ça langage oral, langage écrit, là, dans notre jargon. Oui. Fait qu'en fait, tout ce qui est, par exemple, un enfant qui aurait les difficultés au niveau de vraiment associer, là. Mettons, je pars plus petit, là, puis on va monter dans le temps. Mettons, OK, oui. Ça va être plus facile. Fait que pour les plus petits, quand ils sont en apprentissage, fait que tout ce qui est associé, justement, la lettre, le symbole graphique, là, même quand on n'est pas au niveau de l'écriture, là, je vois une lettre A écrite, par exemple, je dois savoir que ça s'appelle A, premièrement, puis deuxièmement, ça fait le son. Okay. Le A, c'est facile, là, parce que c'est A, là, mais... Ouais, fait que, tu sais, mettons, j'aurais, je sais pas, un T, le symbole graphique, c'est la petite croix, là. Oui, le T. Oui. Après ça, le long de la lettre, c'est T, mais le son, c'est T. C'est pas T. Je sais pas si tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'au niveau des sons. Fait que ça, pour des enfants, ça peut être très difficile. Puis on va en reparler plus tard, mais ça peut être difficile pour des enfants qui ont des difficultés avec, justement, les sons dans les mots, à la base. Là. Toute cette association-là, c'est comme un facteur de risque. Là. Fait que ça, c'est un défi. Fait qu'un coco qui a de la difficulté à apprendre, je vais dire son alphabet, là, mais le code alphabétique, correspondance entre les lettres, les sons, tout ça, ça, c'est un exemple de difficulté là, mais de difficulté à venir. Là. Ah, oui. On peut voir ça, là. Oui, vraiment. Fait que tout cet aspect-là, après ça, il va avoir au niveau plus, mettons, langagier. Fait que dans le fond, quand ils commencent à écrire, fait que des cocos qui vont avoir la difficulté, justement, à écrire des mots. Puis là, ça pourrait peut-être se croiser, mais tu sais, il y a beaucoup des enfants, justement, qui vont écrire beaucoup au son. On va dire ça comme ça. Écrire au son. Puis justement, des fois, ils vont confondre le nom de la lettre et du son. Fait que, mettons, je te dirais un vélo. Justement, si l'enfant a appris que le V, la lettre, le symbole, c'est V, il va écrire V, L-O. Ah! Fait qu'il n'y aura pas le E accent aigu, parce que pour lui, V, ça... Fait que ça, c'est comme, point d'interrogation ici. Quand on a ce genre de petites difficultés-là, il y a quelque chose qui n'a pas été compris en termes, justement, c'est quoi la fonction de la lettre, le nom de la lettre, le son de la lettre, tout ça. Parce qu'une lettre, c'est un code. Oui, une lettre, c'est un code. Puis en fait, contrairement au... je vais un petit peu loin dans mes affaires, mais contrairement au langage oral, on va apprendre de manière implicite.
Donc, le langage oral, c'est quelque chose que j'apprends. Mettons, je suis exposée à un concept, là. Mettons le vocabulaire, tout ça, je suis exposée à un concept. Je vois, par exemple, une plante. On me dit, ça s'appelle une plante, c'est une plante. Je le vois plusieurs fois, puis là, j'apprends que c'est une plante. J'apprends qu'il y a plusieurs formes de plantes, mais que ça s'appelle toujours une plante, etc. Donc, tout ça. Mais c'est beaucoup par exposition, puis c'est par implicite. Je le vois, on me dit le mot. C'est quelque chose qui se fait un peu naturellement par exposition. Le code alphabétique, les lettres comme telles, c'est quelque chose qu'on apprend. C'est pas quelque chose qui est juste exposé. OK, c'est intéressant. Oui, oui, c'est intéressant que tu le dises. Le code, dans le fond, c'est vraiment un symbole graphique qui est associé à un son, qui est associé au nom d'une lettre. Puis après ça, c'est quand même assez complexe parce qu'au niveau des lettres, bien, c'est pas les lettres différemment. Au contraire des objets, si tu les bouges dans l'espace, ils n'ont pas nécessairement, encore une fois, c'est pas la même lettre, hein, un P et un B, on le sait que c'est un enjeu. Fait qu'on les bouge alors qu'un objet, que ta tasse, tu la regardes d'un côté et de l'autre, ça reste une tasse. Fait que là, tu parles comme de l'écriture comme en miroir. Oui, entre autres, ou à l'envers. Ou, c'est ça. Ce concept-là, c'est très difficile pour les enfants. Oui, parce que un B, ce n'est pas un D à l'envers. Non, c'est ça. C'est une autre lettre. C'est une autre lettre, exactement. C'est ça. Oui, c'est pas implicite, non, ça. Faut l'avoir appris. Oui, on l'enseigne, c'est ça. Fait que tout cet enseignement-là, fait que ça, ils ont tout ça à apprendre. Puis ensuite de ça, même les lettres, quand on les colle ensemble, si je te dis I avec N, ça fait 1. Donc, tout ça, il faut apprendre. Il y a des sons complexes qu'on va appeler. Donc, quand on colle certaines lettres ensemble, ça fait d'autres sons. Il y a des, on va dire, des graphies, des cocos, par exemple, qui vont avoir la difficulté. Exemple encore, un G avec un E, ça fait toujours J. Avec un A, ça fait toujours G. Ça fait toujours Ga. Mais tu vois, ça, c'est une règle. C'est une règle orthographique, dans le fond. Et pour certains enfants, ça se fait, justement, ça se fait à force de le voir. Ils vont enregistrer la règle, puis ils vont être capables de l'appliquer après ça, de généraliser. Un enfant qui aurait des défis va avoir de la difficulté à faire ça aussi. Fait qu'il y a comme tout cet aspect-là au niveau de l'orthographe comme tel, là, écrire au son, les lettres muettes, etc. Fait qu'il y a tout ça. On est content d'avoir fait cet apprentissage-là, puis de plus être dedans. Hein, c'est plus gros qu'on s'en rappelle. Quand on accompagne un enfant, disons qu'on a un parent, puis que notre enfant commence, on oublie peut-être combien il y avait beaucoup à apprendre. Puis que plus qu'à apprendre, plus que de moments ou de raisons où ça pourrait présenter un défi. Oui, définitivement. Puis, tu sais, quand on pense, mettons, c'est ça, il y a l'orthographe, mais il y a aussi autre chose dans le sens où quand on va, par exemple, quand on veut écrire, transmettre notre idée, fait qu'il va avoir comme une phrase, tu sais. Fait que, mettons, je veux transmettre mon idée dans une phrase. Fait qu'il y a des enfants pour qui juste transmettre une idée en phrase, ça va être difficile. Ils peuvent faire, par exemple, des petites phrases qui sont très, très simples. Fait que par rapport à ce qu'ils ont dans leur tête, hein, des fois, on les connaît, les enfants, ils ont comme, ils peuvent avoir beaucoup de créativité, d'imagination, ils peuvent nous dire des belles choses. Puis là, oups, à l'écrit, ça devient tout petit, tout court, avec pas beaucoup de mots ou des mots très, très simples. Ils vont écrire beau au lieu de magnifique. Parce que beau, c'est beaucoup plus facile à écrire que magnifique. Donc, ça peut être, tu sais, si c'est quelque chose qui revient, ça peut faire partie de l'apprentissage, mais si c'est quelque chose qui revient, ça peut être un exemple de difficulté qui est plus associé au langage comme tel, tu sais, vraiment langagier. Ce que ça me fait penser, c'est que tantôt, je disais, c'est notre langage interne qu'on veut mettre sur le papier, mais justement, dans notre tête, c'est beau. Mais sur le papier, on n'utilise pas toujours les mots les plus simples. Puis moi, je dis jamais magnifique à l'oral. Mais magnifique, je vais l'utiliser à l'écrit. Fait que c'est pas les mêmes mots, puis c'est la richesse du vocabulaire. Puis c'est ça, je transforme mon idée en texte. C'est pas textuel, il y a une transformation entre les deux. Il y a le code, puis il y a comment ça se dit. Pour que ça soit intéressant en fonction de l'intention. Comme c'est ça. Oui, vraiment. C'est comme... C'est vraiment beaucoup de choses. Puis on n'a pas, comme tu dis, on n'a pas le même niveau langagier à l'oral qu'à l'écrit. Tu sais, tout ce qui est les règles qui ont l'air un peu simples, là, mais les règles de ponctuation, après un complément de phrase, on doit mettre une virgule. Tu sais, ce genre de choses-là. On n'a pas ça dans l'oral non plus. Puis c'est des choses, des règles, justement, qu'on apprend. Il y a comme beaucoup d'étapes. Fait que moi, j'ai des enfants, c'est pas moi, mais les enfants que j'accompagne, ça arrive des fois que, justement, tu sais, ils ont des super bonnes idées, ils vont m'écrire un texte. Mais là, ça va être un très gros paragraphe, là, pour pas dire une très grande phrase, tout d'un bout, avec pas de point, pas de virgule, pas de majuscule, mais leur idée, elle est là, puis on est capable de suivre leur récit, puis leur idée, elle va être là, mais c'est ça, appliquer toutes les règles qui viennent avec l'écriture, c'est comme trop. C'est trop, puis ils n'y arrivent pas. Fait que là, ça va faire, ils vont avoir plein de belles idées, ils vont écrire, mais ça va être écrit au son, pas de virgule, pas de point.
Fait qu'il y a tout cet aspect-là qui est beaucoup en lien avec, je te dirais, le langage écrit. Puis, une des choses que je trouve qu'on parle pas beaucoup, puis que c'est souvent un peu méconnu, je vais dire ça comme ça. Parlons-en. Les difficultés au niveau aussi du langage oral. Tu sais, je fais la distinction depuis tantôt entre langage oral et langage écrit. Langage écrit, pour moi, c'est comme toute l'orthographe, la grammaire, et tout cet aspect-là. Oui. Mais il y a aussi des enfants qui vont avoir des difficultés au niveau de leur langage comme tel, leurs habiletés langagières plus globales. Puis eux vont écrire bien au niveau peut-être de l'orthographe. Il n'y aura pas beaucoup d'erreurs d'orthographe. Il n'y aura pas nécessairement beaucoup d'erreurs aussi au niveau de la ponctuation. Ils vont appliquer certaines règles, mais ils vont avoir la difficulté à développer leurs idées. Leur vocabulaire va être vraiment pas très riche ou ils vont utiliser des mots, des fois, ils me font rire, ils utilisent des mots comme vraiment beaux, complexes, mais pas dans le bon contexte. Ils n'ont pas vraiment bien compris le sens du mot. Fait que là, ils vont le mettre dans une phrase parce que c'est un beau mot, mais finalement, ça marche pas, là. Dans ce contexte-là, ça fonctionne pas. Ou c'est ça, des erreurs syntaxiques. Beaucoup d'enfants, on va voir, OK, ça se dit pas. Ça s'écrit pas, là, cette phrase-là n'est pas bien formulée. Ou c'est « la fille joue dehors »,« la fille a vu son chien »,« la fille est contente »,« la fille… » Ça. Fait que ça peut cacher une difficulté. Cacher, ça peut révéler, mettons, une difficulté plus au niveau du langage comme tel. OK, c'est difficile pour elle de faire des phrases longues. C'est difficile pour lui d'avoir un vocabulaire qui est riche. Difficile d'élaborer ses idées. C'est toujours les mêmes histoires, c'est toujours répétitif. Quand on lui donne un modèle, il va reprendre beaucoup le modèle. Fait qu'il y a comme tout cet aspect-là qui passe un petit peu inaperçu, souvent dans les tâches d'écriture. Oui, puis j'imagine qu'en début d'apprentissage, c'est pas si évident si on y pense pas parce que les enfants ont pas de langage oral très élaboré quand... C'est ça, la fille est belle, c'est normal à 5 ans de faire des phrases comme ça. Oui, exactement. Mais quand on évolue au niveau académique, il faudrait que ça s'enrichisse. Oui, fait que c'est souvent... Oui, on le voit. En fait, tu sais, je te dirais, ce qu'on voit beaucoup, c'est que quand des difficultés en langage écrit, orthographe, tout ça, on les décèle beaucoup plus tôt au niveau de l'apprentissage parce qu'on les... C'est évident. Un enfant qui écrit juste au son, un enfant qui écrit des mots, que tu regardes le mot, tu fais « ouf », tu sais, comme... Qu'est-ce que ce mot, tu sais, des fois. Oui. Alors que, comme tu dis, tu sais, quand c'est langagé, c'est plus dans la complexité qu'on va le voir. Fait que plus ils vont grandir, plus on va leur demander de faire des textes plus longs, des sujets plus précis, justement, d'embellir leurs phrases, d'allonger. Bien là, on va le voir ressortir beaucoup plus à ce moment-là. Très intéressant. Ce que je voudrais peut-être ajouter ici, c'est que, dans le fond, l'occupation, c'est ce qui nous intéresse comme ergothérapeute. Et à l'école, l'occupation, c'est d'apprendre. Puis écrire, c'est un véhicule pour faire des apprentissages. Et quand ce véhicule-là est pas suffisamment lisible, puis par lisible, je parle de lisibilité fonctionnelle, donc globale. C'est le mot que je veux utiliser. Donc, si on arrive à lire puis à comprendre ce que l'enfant a voulu traduire, c'est pas grave si la lettre est un petit peu croche ou pas exactement esthétique autant que les autres élèves. Mais si l'enseignant n'arrive pas à lire pour évaluer la compétence de l'enfant ou l'enfant n'arrive pas à se relire, c'est une raison, effectivement, d'aller vers un ergothérapeute pour voir ce qui se passe. La vitesse aussi n'est pas tant en jeu durant l'apprentissage parce que là, l'enfant est tellement concentré sur comment ça se fait un A, comment je bouge ma main, il faut que ça soit sur la ligne, etc. Fait que c'est très normal que ça soit lent, mais à partir du 2e cycle, notamment, il faut que la vitesse augmente. 3e cycle secondaire, de plus en plus, on s'attend à une écriture plus rapide, mais sans perte de qualité. Donc, c'est une chose d'aller plus vite, mais il faut que ça demeure globalement lisible quand même. Donc, ça, c'est un enjeu intéressant parce que ce qu'on va souvent observer en ergothérapie, quand on va faire, par exemple, nos premiers tests où on va faire, écrire l'alphabet ou copie ce texte-là, on va faire, il vient parce que c'est pas lisible, mais c'est lisible ici, c'est beau tes lettres, tu sais comment les faire, mais c'est que dans la réalité du quotidien, l'enfant, il doit aller plus vite, il veut suivre le rythme, et là, il perd complètement sa lisibilité. Donc ça traduit un problème, notamment plus l'enfant vieillit. Ce qui devrait se passer, c'est que l'écriture devrait s'automatiser. Donc, de moins en moins, je dois penser à comment faire la lettre. Quand je parlais tantôt le petit plan moteur, la main, elle connaît le plan moteur. Donc, la main fait sa petite affaire, puis la tête peut justement penser à tout ce qui est contenu, idées, orthographe, etc. Fait que, s'il y a des problèmes avec la lisibilité, la vitesse, parfois ça va bien, mais c'est l'endurance
Donc, si le texte est plus long, là, soit qu'on perd tout d'un coup la lisibilité, la vitesse, ou que l'enfant se met à avoir mal à la main, et où là, il va se mettre à écourter le contenu. Donc, il pourrait écrire des belles phrases riches, longues, mais là, il va faire non. Il faut que je finisse au plus vite. Donc, tout ça. Puis là, c'est là qu'on commence à avoir l'interjeu, parce que si c'est dur à transcrire, je veux en faire le moins possible. Je veux conserver mon énergie, ce qui est tout à fait légitime. Alors, s'il y a mal à la main, l'enfant qui soit interrompt souvent, perd du temps, devient lent parce qu'il s'arrête puis il brasse sa main. C'est problématique, mais si moindrement il y a juste mal, bien, ça donne pas le goût d'écrire. Oui. Alors, effectivement, si l'enfant a mal, il faut s'en occuper. Puis, un autre des motifs de consultation qui est clairement lié autant au langage qu'au moteur, qu'à tout ce que ça implique, c'est si l'enfant se désengage. Donc, dès qu'il y a quelque chose d'écrit à faire, c'est « Oh non, je veux pas, ça me tente pas ». Dans certains cas, il peut y avoir de l'opposition ou juste un laisser-aller dans « je fais mon minimum » parce que c'est trop coûteux. Parce que ce qu'on veut pas, c'est « Ah, l'enfant est capable de tout faire ça, tout va bien », mais quand c'est fini, il est vidé. Il n'y a plus rien. Puis là, ben, le cours de géographie, le cours de tout ce qui suit, il ne reste plus rien. C'est pas plus fonctionnel. Non. Donc ça, ce sont définitivement des motifs de consulter un ergothérapeute. Mais là, une fois qu'on est rendu dans le bureau de l'ortho ou de l'ergo, je pense que ça peut être intéressant de donner des exemples concrets de à quoi ça peut ressembler une intervention. Oui. T'en as-tu des idées? Oh oui, j'en ai. Certainement. OK. Je te dirais, je vais y aller un petit peu, encore une fois, de plus petit à plus grand parce que c'est plus facile d'être organisé comme ça. Je dirais, une des affaires auxquelles on pense pas puis qui est un préalable à tout ce qui est l'écriture, en fait, c'est ce qu'on appelle la conscience phonologique. Conscience phonologique, je vais dire éveil à l'écrit. Mais conscience phonologique, c'est d'être conscient de c'est quoi les sons dans les mots, être capable de manipuler, d'entendre, de percevoir les sons dans les mots. Fait que si, par exemple, je dois écrire un mot comme sapin, OK? Ben, je dois, avant de même choisir la lettre que je dois faire, je dois dire dans ma tête, OK, sapin, qu'est-ce que j'entends comme son? J'entends le son S, après j'entends le son A, j'entends le son P, puis après j'entends un. Fait qu'on doit faire ça, décomposer les mots en sons. Puis après ça, on va se dire, OK, comment ça s'écrit? OK, c'est ce geste moteur, justement, c'est cette lettre-là, ce geste moteur-là. Puis là, je vais mettre mon A, puis bref, fait que tout ça. Fait que dans le fond, la conscience phonologique, c'est une habileté, c'est un prérequis qui est essentiel au développement de la lecture et de l'écriture, en fait. Et c'est quelque chose en fait, qu'on peut pratiquer dès qu'ils sont petits. Petit, c'est quoi, maternelle ou plus petit que ça? Ça peut être plus petit que ça. Il y a comme je te dirais qu'il y a comme des étapes, là, dans le sens où on va pas travailler la même chose avec un petit coco de 4 ans qu'un 5, 6, même 7 ans. Là, on continue à faire la conscience phonologique, même chez les enfants plus grands. Fait que si moi, je vois que j'ai un coco en première, deuxième année qui a des grands défis en écriture, on va aller revoir ça. Ils le font beaucoup en maternelle, je te dirais. Mais pour les enfants qui ont des difficultés langagières, c'est quelque chose qui peut être difficile. Puis je te dirais même pour les enfants qui ont des difficultés avec les sons dans les mots. Fait qu'un enfant plus petit qui aurait eu comme des difficultés au niveau de la prononciation, là, typiquement l'articulation, souvent ils ont des fragilités. On appelle ça la phonologie là, en langage. Fait que la phonologie, qui ont des difficultés au niveau de la phonologie quand ils étaient plus petits, c'est un grand facteur de risque d'avoir des difficultés au niveau de la conscience phonologique et donc de la lecture de l'écriture plus tard. Fait que ça, c'est avec des jeux? C'est quoi un jeu pour travailler la conscience phonologique? Bien, il y a plein de choses qu'on peut faire. Ça peut être, justement, ça peut être juste d'entendre les sons dans les mots. Ça peut être de trouver le premier son du mot. Tu sais, on peut commencer avec ça vraiment simple. Même chez les petits, là, on commence des fois avec des rimes. OK. Toutes les rimes, c'est une sorte de conscience phonologique. Ça finit comment? Le son, trouve-moi des mots qui riment avec ça. Identifier le premier son du mot. Ça pourrait être les noms des amis de la classe, là. OK? Quel ami de la classe que son nom commence par le son p, quelque chose comme ça. Oui, c'est cool. Fait que ça peut être ça. Souvent, moi, je le fais faire avec quelque chose de visuel parce que ça demande une grande charge au niveau de la mémoire de travail, travailler la conscience phonologique, surtout pour quand les mots deviennent plus longs. Fait qu'avec des petits blocs. Fait que moi, je le fais des fois avec des blocs où ça peut être des cercles sur une feuille, ça peut être des personnes.
comme tel. Puis là, on va associer un son à, par exemple, un bloc ou tout ça. Fait que, par exemple, puis on peut manipuler, on peut les déplacer. Puis avec des enfants, je trouve ça le fun, là, mettons, quand on a un petit groupe, là, de mettre des sons aux enfants, puis de les placer, par exemple. Ou, tu sais, je sais pas, je reviens avec mon sapin, là, parce que c'est facile. Mettons, j'aurais un mot comme sapin, puis là, chaque enfant aurait un son sap, puis là, ils vont se placer. Oui, ils vont se placer, dans quel ordre on les met. Puis là, si j'enlève le puis je mets l'autre ami qui est elle, qu'est-ce que ça va faire? Là, ça va faire lapin. Fait que là, on peut faire ça. Fait que le manipuler, jouer vraiment avec les sons dans les mots comme ça, c'est vraiment chouette. Puis ça fait une énorme différence là, pour tout le monde. Qu'on a un défi ou pas, là, c'est vraiment quelque chose à pratiquer qui est hyper, hyper important. Fait qu'il y a tout ça. Éventuellement, on va travailler beaucoup ce qui est l'orthographe. Fait que vraiment l'orthographe. Puis tu sais, tu vois, moi, quand je travaille l'orthographe, justement, pour pas que les enfants soient en surcharge, j'ai beaucoup tendance à le dissocier du geste moteur à court terme. Tu vois? Fait que moi, je vais beaucoup travailler l'orthographe avec des lettres mobiles, avec moi qui va tracer. Quand j'ai un jeune qui a des difficultés orthographiques, parce que des fois, ils ont les deux difficultés, on va en parler. Des fois, il y a les deux difficultés. Puis des fois, justement, quand on parlait, quand le geste n'est pas automatisé, ça demande beaucoup de ressources cognitives. Oui. C'est vraiment difficile. Fait que là, en plus, penser à l'orthographe, c'est comme... C'est ça. C'est trop. C'est trop pour eux. Fait que moi, des lettres mobiles, là, c'est une des choses que je recommande à tous les parents, toutes les éducatrices, toutes les enseignantes. Fait que des lettres mobiles, un kit de lettres mobiles avec plusieurs voyelles, plusieurs consonnes, des majuscules, des minuscules. Fait que quand on travaille, mettons, on veut apprendre justement comment ça s'écrit le mot, là, l'orthographe comme tel, bien, pourquoi pas le faire avec des lettres qu'on déplace, justement. Ah oui. Fait qu'on prend les lettres, on les déplace, ou des fois, c'est moi, je fais le geste moteur, donc moi, j'écris, l'enfant me dit ça serait quoi le son après. Fait que vraiment, tout ce qui est l'orthographe, c'est quelque chose qui peut, qu'on va travailler beaucoup. Donc ça, sinon, tout ce qui est justement les formulations de phrases, les idées, c'est quoi ton idée? Qu'est-ce que tu voudrais dire? OK, formule-moi ça dans une phrase. Puis des fois encore, quand je veux travailler au niveau de la structure de phrase, je vais écrire la phrase pour l'enfant. Parce que mon intention, c'est est-ce qu'il arrive à bien composer ses idées? Fait que là, je vais écrire les mots qu'il me dit exactement. Puis là, des fois, on relit la phrase, puis on fait OK, est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est répétitif? Si on fait plusieurs phrases, c'est toujours la fille, comme je te disais tantôt. Si c'est répétitif, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Fait qu'on le fait beaucoup comme ça. Ouais. Moi, j'aime ça inventer, le faire avec par exemple, des petites histoires. Parce que souvent, les enfants, ils ont une belle créativité, l'imagination. Fait qu'ils ont des choses qu'ils veulent raconter, expliquer, ils veulent inventer quelque chose. Fait que des fois, je les laisse même libres, là. OK, de quoi est-ce que tu as une idée? Sur quoi tu veux qu'on compose notre phrase? Tout ça. Pour ceux que c'est plus difficile, ça, à ce moment-là, j'utilise des petites images ou des scénarios ou des choses comme ça. Fait qu'on va beaucoup travailler ça, mais je vais vraiment isoler, isoler la partie que je veux travailler. Travailler ton objectif sans surcharger avec... On veut pas lui donner deux objectifs à travailler en même temps. Oui, parce qu'on pense souvent, tu sais, justement, parce que dans le contexte scolaire, la tâche, c'est souvent de faire une production écrite. Écris-moi un texte de tant de mots sur tel sujet, l'Halloween, etc. Avec, tu sais, des fois, ils ont des petites banques de mots, là, fantôme, sorcière, squelette. OK, parfait. Comme on l'a dit depuis tantôt, c'est une tâche qui est hyper complexe. Fait que quand on fait de la rééducation, un petit peu quand on veut travailler avec les enfants qui ont des difficultés, si on les met face à une tâche comme ça, ils sont comme pas en mesure d'apprendre, là. C'est beaucoup trop pour eux. Fait que vraiment d'aller c'est ça, vraiment aller isoler. Fait que je vais faire beaucoup ça, je te dirais, au niveau de l'écriture. OK. Donc, y en avait-tu d'autres plus vieux au secondaire? C'est la même chose? En fait, au secondaire, moi, ce que je vais faire beaucoup, au fin du primaire, secondaire, je vais y aller vraiment avec où est-ce qu'ils en sont. Puis là, je vais leur plus travailler en mode stratégie, travailler toute la métacognition, la capacité, on tombe aussi dans les fonctions exécutives un petit peu, là, la capacité d'auto-vérification, tout ça. Fait que souvent, je vais voir, OK, où est-ce que tu pars de où, tu sais? Qu'est-ce que ça a l'air de quoi? Ou c'est quoi ton processus d'écriture en ce moment? Puis, tu sais, c'est ça. Des fois, il y a des enfants qui vont... justement, ils vont écrire, mais là, ils vont comme, justement, soit effacer, reformuler les affaires, ou là, ils passent d'une partie à l'autre, ou, je vais te dire, ils n'ont pas de plan. T'sais, pour moi, ça, c'est comme écrire avec pas de plan. Comme orthophoniste, ça passe pas. Ça fonctionne pas. Tu peux pas ne pas avoir de plan. Tu sais, même 3-4 lignes là, sur un petit coin,
Ça se fait pas. Fait que, OK, c'est quoi ton plan? C'est notre plan. Comment on va faire un plan? Fait qu'il y a tout ça. Puis c'est sûr que, tu sais, des fois, avec les enfants qui sont plus grands, il y a, quand on a vraiment des difficultés en langage écrit, on a des fois aussi des outils technologiques, là. J'ai des jeunes, beaucoup, quand ils sont rendus plus grands, qui vont écrire avec un ordinateur, une prédiction de mots, quelque chose comme ça, pour les aider au niveau de l'orthographe. À ce moment-là aussi, c'est comment tu utilises ton outil. Ça te sert à quoi, ta petite boîte de mots? Est-ce que tu l'utilises bien? Est-ce que, tu sais, est-ce que tu fais juste cliquer? Fait que, tu sais, tout ce qui est l'enseignement de comment utiliser un outil technologique, est-ce que tu réécoutes tes phrases que tu as écrites pour les entendre, pour voir si ça fait du sens? Fait que tout ça, puis éventuellement toute la correction, révision-correction, là, je fais comme une nuance, là. Fait que révision de mes idées, mes phrases, mon vocabulaire, est-ce que c'est clair? Est-ce que je respecte l'intention d'écriture? Tout ça. Puis la correction comme telle de l'orthographe, la grammaire. Fait que vraiment, moi, je te dirais en accompagnement. Je vais pas beaucoup faire ça, c'est moi comme orthophoniste. Il y a des orthophonistes qui vont aussi travailler de façon très spécifique, par exemple, l'orthographe de certains mots, comment... tu sais, des fois, on va revoir quand même certains sons en particulier qui sont pas maîtrisés ou tout ça. Fait que oui, il faut le faire. Moi, j'ai tendance à le faire de manière très, très fonctionnelle. OK, c'est quoi la tâche réelle que tu as à faire? Qu'est-ce que ça a l'air quand tu fais cette tâche-là, puis on va isoler ce petit bout-là, puis là, on va le revoir ensemble pour le remettre dans un contexte de tâche, tu vois, parce que pour que ça soit significatif. Surtout pour fin de primaire, adolescent, là. Oui, il faut qu'ils voient l'utilité de s'investir dans ça, parce qu'ils ont déjà beaucoup à penser, à faire. Oui, puis c'est pas leur tâche préférée, là, habituellement. Hein? On s'entend, là, surtout quand ils ont des défis. Fait que travailler l'écriture avec eux, ça dépend toujours des jeunes, mais des fois, c'est juste ça, c'est comme... Oui. Pour vrai, tu sais. Fait que là, quand on isole ou quand moi je supporte, des fois, quand je veux travailler le développement des idées ou certaines structures de texte, moi, j'écris. Même chose. Fait que moi, j'écris ou je tape même sur leur outil parce que je veux travailler les idées. Puis des fois, c'est OK, voici l'idée, on la réfléchit tout ensemble, on a trouvé tous nos mots, nos idées, nos phrases. OK, là, écris-moi ça. Puis là, on va voir, OK, quel genre d'erreur tu fais? Comment est-ce que tu pourrais identifier tes erreurs? Comment est-ce qu'on pourrait... Fait que beaucoup en mode rendre l'enfant autonome avec des stratégies que lui peut appliquer plus tard, là, quand il va être à l'école, en fait. Mais ça doit être très intéressant comme processus pour les jeunes parce que jusqu'à présent, avant d'être devant toi puis le faire comme ça, ils ont toujours eu à faire la partie penser et écrire. Ouais. Et ils n'ont jamais été satisfaits du processus. Puis là, ça leur permet de réaliser, j'imagine, que j'en ai des bonnes idées. Puis quand je suis coachée étape par étape, je me rends compte que toute cette partie-là, je suis bon. Ouais. Puis là, je peux apprendre quelques stratégies supplémentaires pour améliorer. Oui, puis tu sais, souvent, les choses qu'on pratique, moi, ce que je vois beaucoup, moi, j'aime beaucoup travailler avec les adolescents aussi, là, les grands et les adolescents, justement parce qu'ils ont un peu cette maturité-là de voir, puis des fois, ils sont comme « Hey! » Ben maintenant, j'en ai plus besoin de telle affaire ou « Hey, maintenant, je cherche presque plus de mots parce que j'ai fini par les apprendre. » Puis là, ils sont comme « Ah, maintenant, c'est plus mes structures de phrases complexes, là, c'est un petit peu plus difficile. » Fait qu'ils ils voient tous les progrès qu'on a fait, puis ils voient « OK, ça, là, je suis rendue là. Ça, c'est comme encore difficile pour moi. On peut-tu travailler ça? » Moi, j'ai des jeunes qui me disent ça. Ça, c'est des grandes victoires comme professionnels. Oui, c'est le fun de voir cette prise de conscience-là, puis ce désir-là de s'améliorer. Puis toi, ça ressemble à quoi? Moi, j'ai une question pour moi, mais... Non, je vais emprunter ta méthode. Là. Je vais y aller séquentiellement. Si on revient au petit, ce qu'on va beaucoup recevoir au niveau de la maternelle, c'est des références parce que l'enseignante réalise que l'enfant a de la difficulté à rester assis stable sur une chaise ou à bien tenir le crayon. Puis par bien, ils ont beaucoup de discernement en maternelle. Donc, quand c'est pas bien, c'est surtout parce que, par exemple, la prise est palmaire, là, toute la main, comme un petit enfant là, qui aurait 18 mois, par exemple. Parce que, c'est ça, je vais quand même le redire parce que c'est quelque chose qui revient souvent, là, plusieurs prises peuvent être fonctionnelles. Donc, lorsque l'enseignante réfère puis elle est vraiment préoccupée de la prise parce qu'elle voit que ça a un impact, on va recevoir ces enfants-là. Puis, c'est très lié à la posture. Donc, ce qu'on va faire souvent, c'est mettre l'enfant au sol et on va retourner un peu comme dans le développement. C'est de même que ça se développe la posture, même pour les adultes. Hein?
le yoga, on va aller faire ça au sol, etc. Fait que ce qui fonctionne bien, c'est des petites activités ludiques comme des marches d'animaux, puis tout ça qu'on va montrer à l'enfant pour faire à la maison. On va parfois en partager pour l'enseignante, pour faire en classe avec tout le monde. C'est bon. Fait que, donc, beaucoup d'activités de posture pour solidifier le centre du corps, puis beaucoup d'activités de motricité fine aussi, parce que pour bien tenir un crayon, bien entre parenthèses, ça prend des doigts qui sont dissociés, donc ils doivent pouvoir comme prendre la position. Oui. C'est pas quelque chose de cognitif. Tu sais, la prise du crayon, elle se développe, elle s'apprend pas. Donc, on peut pas dire, c'est comme ça que tu prends ton crayon, vas-y. C'est qu'il y a un cheminement, fait que l'enfant peut bien savoir comment il est supposé faire, mais il faut que les doigts puissent se placer puis bouger dans cette position-là. Fait que ça implique beaucoup d'activités de manipulation, beaucoup d'activités aussi de coordination des deux mains, parce que la main qui va manipuler le crayon, justement, doit se perfectionner. Puis quand l'enfant développe sa dominance manuelle, ben ça va être plus facile parce que c'est toujours la même main. Et à travers des activités de motricité fine à deux mains, comme découper, enfiler des billes, ben ça va aider l'enfant à séparer un peu les fonctions de ses deux mains. Le pâte à modeler, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Et ça prend pas beaucoup de force pour contrôler un crayon. Mais ça prend des muscles dont la force est équilibrée, comme les fléchisseurs et les extenseurs. Donc, si l'enfant fait beaucoup d'activités où il prend des choses lourdes, où il fait beaucoup de préhension, là. Prendre des choses, ben ses fléchisseurs vont être très forts, mais selon les jeux qu'il fait, ses extenseurs vont peut-être être plus faibles, ce qui fait que la prise est comme débalancée. Fait qu'on faire des jeux qui vont développer la force pour que ça soit équilibré. C'est ça qu'on veut et non des muscles de main là, super forts. Donc, c'est pas mal ça pour les tout petits. Beaucoup plus équiper le corps. Pour les enfants un petit peu plus vieux, qui pourraient venir avec une écriture, par exemple, qui est difficile à lire, là, on va regarder avec eux comment ils font les lettres. Donc, est-ce qu'ils ont eu la chance d'apprendre la bonne formation des lettres? Donc, celle qui est optimale, celle qui est généralement enseignée lorsque l'enseignant va suivre une méthode. Mais parfois, l'enfant va déroger de ce qui est enseigné, va faire à sa façon. Puis des fois, ça va arriver pour les tout-petits qui ont été très intéressés, très jeunes. Ils vont avoir appris un peu à leur façon avant qu'on leur montre avec des flèches puis tout ça. Donc, des fois, il faut réapprendre un peu, puis répéter beaucoup pour justement cette partie-là automatiser. Puis on va prendre beaucoup d'activités multisensorielles. On va travailler beaucoup avec, des fois, les yeux fermés. Donc, par exemple, si je veux apprendre à faire un A, bien, je ne vais pas y aller, mais réapprendre comment faire un A d'une manière optimale. Bien, je ne vais pas nécessairement faire des pages avec des A, puis recopier des A. Ça pourrait être d'apprendre puis de décrire verbalement la trajectoire du A, par exemple, et prendre tout mon bras dans les airs, faire le A. Et ensuite, je peux fermer mes yeux, visualiser ce que je suis en train de faire, puis vraiment encoder cette image mentale-là d'un A, parce que un A, ce n'est pas un produit fini. Lorsqu'on parle de graphomotricité, un A, c'est quelque chose qui se forme. Donc, le tracé fait autant partie de la lettre que ce qui est terminé. Donc, le faire avec le bras. Ensuite, on peut prendre de la pâte à modeler encore, puis rouler un A, mais dans la même orientation. Se déplacer au sol dans la forme d'un A. Donc, on veut bien encoder la forme des lettres et s'assurer que c'est pas toujours les yeux qui guident, parce que tant que c'est les yeux qui guident, les yeux, c'est le miroir de la pensée. Fait que si je suis en train de regarder, je peux pas penser au contenu, à l'orthographe, des choses comme ça. Fait qu'encore là, nous, on va dissocier de la partie langagière aussi. Fait que ça se peut qu'on travaille à ce niveau-là avec les plus grands. On peut utiliser des outils ludiques aussi pour aborder des petits problèmes spécifiques. Fait que, par exemple, un problème d'espacement. La première chose qu'on regarde pour l'espacement, c'est est-ce que l'enfant il a compris que ça prend des espaces un petit peu plus petits pour entre les lettres, un petit peu plus grands entre les mots. Fait qu'on pourrait faire une activité encore là multisensorielle des sauts de lapin. Donc, j'épelle mon nom et je fais des petits sauts comme J-O-S-I-A-N-E. Et là, quand j'arrive à caron, je fais un gros saut. Puis là, je refais des petits sauts. Okay? Donc, j'y vais
de cette façon-là. Puis après ça, je peux revenir avec des petits outils. Il y en a un, moi, j'appelle Monsieur Spacer. C'est comme un petit bâtonnet de café que je peux coucher sur le côté ou garder avec son côté mince. Donc, petit outil d'auto-vérification où le petit côté mince fit entre les lettres puis le côté gros entre les mots. Ouais. Donc, des petits apprentissages rapides, ludiques comme ça, lorsqu'il s'agit, par exemple, de la compréhension de la fonction des espacements. Parce que pour certains enfants, ça va être là que ça va bloquer. Maintenant, ça ne marcherait pas si l'enfant a vraiment un trouble visuel qui fait qu'il ne perçoit pas bien. Donc, ça, on travaillerait ça autrement. Mais c'est un exemple de ce qui pourrait être fait. Maintenant, on pourrait y aller aussi avec différents supports, différents crayons lorsqu'un enfant est en difficulté. Alors, les lettres ne sont pas bien sur la ligne. Donc, ça pourrait être différentes raisons. On va avoir évalué ça, mais on pourrait essayer différents types de lignage avec des espaces, un interligne plus grand, plus petit, des couleurs et le type de crayon aussi. Donc, parfois, un crayon avec une mine qui est naturellement plus foncée ou plus pâle, ça va aider à compenser certaines choses. Un crayon plus léger, un crayon avec une texture, une forme différente. Par exemple, un crayon triangulaire versus un crayon rond. Il y en a un qui guide un peu plus où placer les doigts. Donc, explorer différents outils pour écrire. Des fois, on fait juste explorer des possibilités, voir ce que l'enfant il essaye, puis il adopte ce qui fonctionne pour lui. Des fois, à l'adolescence, là, on va être beaucoup sollicité pour la considération de l'outil informatique pour compenser lorsque l'enfant n'a pas réussi. Fait que, est-ce que l'enfant a encore du potentiel? Est-ce qu'on passe plus comme à des activités de rééducation ou est-ce qu'il y a le potentiel pour apprendre à utiliser un clavier? Parce que des fois, c'est les mêmes défis qui préviennent l'écriture manuelle puis le clavier. Donc, analyser tout ça, accompagner l'enfant vers la mise en place du clavier dans certains cas. Parfois, c'est l'école qui le fait. Parfois, c'est l'ergo. Ça dépend. Fait qu'à l'adolescence, ça pourrait être ça. Ou des stratégies de prise de notes, des fois, des petites choses comme ça. Ou d'organisation dans l'espace par rapport à des tâches spécifiques, par exemple, dans l'agenda, des choses comme ça, là, du fonctionnel. Mais ça donne un petit peu une idée. Oui. Ça donne une bonne idée. Fait que là, dans la vraie vie, c'est jamais comme complètement noir ou blanc, hein, Lauriane. Là. C'est pas comme trouble d'ergo, trouble d'orthophonie, trouble de langage ou juste... généralement, c'est toute une histoire de développement, d'apprentissage. Fait que ça peut arriver que l'enfant, c'est un profil mixte, qu'on va dire. Oui, avec plusieurs défis, oui. Ouais, fait qu'on va pas nécessairement voir comme juste un professeur. On va-tu voir les deux? Qu'est-ce que tu dirais? Bien, est-ce qu'on va voir les deux? Je pense qu'il faut... Bien, autant les professionnels que, je vais dire, les parents enseignants, tout ça. Plus on va être au courant de qui fait quoi. De là, notre discussion aujourd'hui, mais qui fait quoi, c'est quoi le rôle de chaque personne, puis de voir... Tu sais, moi, des fois, je le vois en mode, OK, j'ai essayé quelque chose, tu sais, dans le sens où, mettons, moi, comme professionnelle, si je vois qu'un enfant a des difficultés au niveau vraiment de son écriture, que ça va prendre du temps, que c'est long, c'est laborieux, c'est court, tout ça, ben justement, tu sais, si je vais voir, OK, est-ce qu'on regarde, OK, ben par exemple, il va manquer, je sais pas, j'arrive pas à bien lire, ou ses lettres sont pas toutes là, ou tout ça. OK, ben si, par exemple, je lui demande de me l'épeler, ou si je lui dis de me nommer les lettres, ou si je lui fais faire justement avec des lettres en 3 dimensions, puis le coco, il est capable de bien m'épeler tous les mots, puis de les placer ses lettres en 3D, ben peut-être que je vais me dire, je pense que c'est pas l'orthographe le défi, tu sais. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça en arrière. Il faut comme, c'est ça, aller peut-être creuser, aller voir, aller observer c'est quoi la difficulté, puis comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut s'assurer. On parlait tantôt aussi de tout ce qui est la conscience phonologique. Un enfant qui a des grandes fragilités en conscience phonologique, ben c'est sûr que ça va avoir des répercussions en l'écrit. Fait qu'à ce moment-là, pour moi, là, on aurait plus tendance à le diriger en orthophonie, ou d'abord en orthophonie, puis après ça, on voit ce qui reste, où est-ce qu'on le dirige. Fait que c'est un peu tout ça. Je pense qu'on a parlé quand même bien de c'était quoi les défis qu'on observait qui peuvent nous aider à voir, OK, ben si je vois ce défi-là, j'aurais tendance à
le diriger à ce moment-là vers l'orthophonie. Fait que, tu sais, le langage écrit, le vocabulaire, les phrases, les sons dans les mots, tu sais, etc. Si on observe ça chez un enfant, ben oui, moi, j'aurais tendance à le référer en orthophonie ou, tu sais, encore une fois, il y a plein de choses, on va en reparler un petit peu, il y a plein de choses qu'on peut faire là, pour aller valider, vérifier, outiller, soutenir, peut-être avant de faire une référence, là, mais ouais, c'est un peu comme ça que je le vois. Comment toi, tu... Oui, bien, je suis entièrement en accord. Et l'idée, c'est que plus l'enfant est petit, plus je pense que c'est possible de distinguer si tu es plus moteur que l'engagé ou les deux. Plus l'enfant vieillit, plus c'est vraiment dur de dissocier les deux. Dans le meilleur des mondes, il y aurait toujours un duo pour faire le tango de l'évaluation, pour identifier c'est quoi les forces, les faiblesses de l'enfant, pour qu'un professionnel et l'autre puissent en tenir compte dans leur intervention. Dans la réalité, c'est pas toujours possible financièrement ou même fonctionnellement, parce qu'il n'y a pas toujours assez de professionnels pour collaborer. Puis c'est pas toujours... Les difficultés d'écriture, c'est pas généralement quelque chose qui est facile de faire adresser dans le réseau public. Donc, c'est pour ça que je dis financièrement. Souvent, ça va se passer au privé. Aussi au public, en tout cas, je vais parler pour le Québec, ça va être des blocs d'intervention. Donc, 6 à 8 rencontres, par exemple. Des fois, c'est correct. Des fois, c'est pas suffisant. Donc, de garder en tête qu'il peut avoir les deux besoins. Si on n'a pas accès aux deux professionnels, il faut quand même être très sensibilisé comme orthophoniste, comme ergothérapeute à la contrepartie motrice ou langagière pour en tenir compte. Et ce que je dirais, c'est que lorsqu'on ne peut pas avoir deux professionnels, je pense que c'est pertinent de référer des ressources aux parents, aux enseignants. Par exemple, s'il s'agit de conscience phonologique, des petits jeux pour faire des rimes, des choses comme ça. Il existe plusieurs livres qui peuvent outiller. Il faut en tenir compte, c'est ça. Donc, dans le meilleur des mondes, pour résumer, je pense qu'on devrait avoir les deux. Si ce n'est que pour dire tout est kosher de ce côté-là, focusons de ce côté-là, parce qu'au niveau de l'intervention, c'est pas toujours possible, réaliste, juste au-delà des finances, puis de trouver deux professionnels. Pour l'enfant, surtout plus il est grand, il y a des activités à faire à domicile. Donc, s'il doit être invité à faire des marches d'animaux puis des activités motrices à chaque jour avec de la pâte à modeler puis tout ça, puis en plus faire des rimes, c'est too much pour la famille. Ensemble, les deux professionnels peuvent aussi suggérer qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui devrait venir avant, etc. Puis peut-être une petite piste là, dont je voulais parler, puis je suis en train d'oublier, mais c'est que c'est au niveau... tu sais, pour peut-être savoir un petit peu départager, là, une des choses à garder en tête, c'est que au niveau du langage écrit, la lecture puis l'écriture, c'est interrelié, dans le sens où c'est les mêmes processus cognitifs qui sont en arrière. Donc, un enfant qui aurait des difficultés au niveau de son écriture, vraiment de type langage écrit, là, c'est très rare qu'il n'y ait pas... En fait, selon moi, c'est impossible qu'il n'y ait pas de difficulté en lecture. Des fois, on les voit pas, sont un peu... ils ont des stratégies compensatoires, tout ça, ça paraît pas beaucoup. Mais c'est ça, alors qu'il y a un enfant qui lirait très, très bien, sans aucune erreur, qui n'a pas eu de difficulté au niveau de son apprentissage, de la lecture comme tel, bien appris les lettres, les sons des lettres, etc., que c'est fluide, rapide, pas d'erreur, à ce moment-là, c'est ça, j'aurais peut-être tendance à voir, peut-être que c'est plus, on est plus en lien avec ici, là, quelque chose d'aller consulter plus en ergothérapie à ce moment-là, parce que c'est très rare là, que ça vient, en tout cas, en langage écrit, juste l'écriture, c'est les mêmes processus, c'est les mêmes mots enregistrés dans notre cerveau, là. Fait, un peu ça qui peut peut-être guider aussi, là, en partie. On lit du langage écrit quand on lit, donc c'est sûr qu'on peut pas dissocier. C'est exactement la même chose, puis au niveau vraiment cognitif, là, neurologique, tu sais, c'est les mêmes, on appelle ça le lexique orthographique dans notre monde, fait que le lexique orthographique, c'est les mots que tu es capable de lire de manière automatique sans erreur et que tu es capable d'écrire de manière automatique et sans erreur. C'est les mêmes mots qui sont enregistrés dans notre cerveau, fait qu'en lecture, on les voit, on le sait, puis en écriture, on y pense, on sait comment l'écrire, fait que c'est exactement les mêmes mots, là. Est-ce qu'on peut prévenir les difficultés d'écriture / lecture? Oui. On peut prévenir, on peut prévenir les impacts, je dirais aussi, pour les jeunes, parce que, je te dirais,
une difficulté en langage écrit. Éventuellement, on a des enfants on appelle ça un trouble d'apprentissage avec un déficit en lecture, en écriture. Ça reste que c'est un trouble neurodéveloppemental. On peut pas l'enlever. Certains enfants ont des enjeux. Je veux dire, ça leur prend plus de temps, plus d'efforts, plus d'énergie, sans que ça soit un trouble qui reste à long terme. Certains enfants vont avoir des difficultés à plus long terme. Dans tous les cas, on peut soutenir, prévenir, outiller, définitivement. Puis on peut le faire beaucoup. Là, je suis un peu tannante avec ça, là, mais ma mousse de conscience phonologique, c'est tellement, 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 tellement important. Puis c'est quelque chose qui est pas assez, dont on parle pas assez, selon moi, qui est pas assez connu. C'est un des facteurs, dans le fond, de protection, on va dire ça. Un enfant qui a de bonnes habiletés de conscience phonologique, c'est un facteur de protection pour développer la lecture-écriture sans difficulté. Ça veut dire que plus on stimule ça, moins on a de chances qu'il y ait des défis, en fait. Donc, ça, c'est hyper important. Sinon, il y a tout ce qui est, je ne suis pas entrée là-dedans beaucoup, mais tout ce qu'on va appeler l'éveil à l'écrit, le sens de l'écrit. Fait que c'est quoi les mots, c'est quoi la différence? T'sais, tantôt, je disais des lettres versus des images, c'est pas pareil. Dans le sens des lettres, quand tu les bouges dans l'espace, ça change. Mais tout ça, c'est une image, ça, c'est des lettres, ça, c'est des mots. Fait que tout cet aspect-là, il y a un point à la fin de ma phrase, ça commence par une majuscule. Fait que tout ça, c'est des choses qu'on peut travailler dès qu'ils sont petits, je vous dirais. Petits comme préscolaire, là, vraiment. On peut-tu, genre, quand on lit une histoire à un enfant, parce qu'il ne sait pas encore lire, dans le fond, souvent, on va attirer l'attention de l'enfant sur les images. On va dire, la princesse sort du château, puis là, on va pointer la princesse qui sort du château, mais on peut faire comme, disons qu'il y a un point d'exclamation. La princesse sort du château. On va faire, c'est excitant, regarde, puis c'est pour ça qu'il y a un point d'exclamation. On peut-tu faire des affaires de même? Tout à fait ça. L'enfant va être intéressé même quand il est petit? Oui, même quand il est petit. Tu sais, ça peut être des bulles. Ah, tu vois, regarde ici. Tu vois, il y a comme une bulle. Quand il y a une bulle comme ça veut dire que le personnage dit quelque chose, c'est lui qui parle. Fait que tout ça, puis tu sais, même on peut aller plus loin, là, la lecture interactive enrichie, qu'on appelle dans notre domaine, c'est ça, c'est comme raconter une histoire pour travailler plein de sphères langagères en même temps. Fait qu'on utilise une histoire pour aller stimuler le langage, donc plein de choses, dont la conscience phonologique, dont l'éveil à l'écrit. Fait que tu sais, on peut même parler du titre. Ça, c'est le nom de l'auteur, le début du livre, le sens de l'écriture, dans quel sens on écrit. Fait que tout ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup, beaucoup. Au préscolaire, c'est quand même assez connu. La lecture interactive enrichie, on peut le faire même au début au primaire, en fait, là. Puis là, on peut aller vraiment plus loin dans le même type de dire, par exemple, par exemple, on pourrait dire, OK, à chaque fois que vous entendez le son « O », quand je lis mon histoire, tu me le dis. T'sais, si on est en petit groupe ou même avec un enfant, quand tu entends le son « O », tu me le dis, puis on arrête. Ah! Là, j'entends « O ». Puis on montre. OK, des fois, « O », c'est écrit « E-A-U ». C'est un château. Ah, j'entends « O », mais c'est pas la lettre « O », tu vois, c'est écrit « E-A-U ». Mais là, ici, c'est « auto », par exemple. Là, ici, c'est « A-U », puis là, c'est « O ». Fait que comme tout ça, fait que d'utiliser ça. Tu sais, comme on peut travailler la conscience phonologique aussi avec ça, à chaque fois que t'entends un son. Fait que tu sais, tout ça, c'est des choses qu'on peut faire vraiment, puis qui vont... les enfants, ils aiment vraiment ça quand on fait ça, en plus. Là, ils sont comme intéressés, puis là, ils sont attentifs, puis là, ils veulent savoir les sons dans les mots. Fait que tout ça, tu sais, le son « re », tu sais, puis on peut le faire à l'inverse. Par exemple, à chaque fois qu'on voit la lettre « R », par exemple, on arrête. Ah, fait ici, c'est « r », c'est « robe ». Ah, mais là, ici, c'est « aimer ». Fait qu'il y a un R à la fin, mais on n'entend pas. Okay. Fait que dans le fond, ils prennent conscience, mais ils n'ont pas besoin d'apprendre. Fait que c'est pas trop lourd. Non, c'est pas lourd, puis c'est comme... c'est remarquer. On leur fait remarquer des choses. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire, je te dirais, là, pour un peu prévenir, soutenir ces difficultés, les possibles difficultés en langage écrit, en écriture. Bien, merci. C'est des bonnes recommandations. C'est des bons conseils pour les éducatrices. Oui. Par exemple, les parents, mais les éducatrices aussi, dans les milieux de garde. Oui, puis c'est quelque chose que moi, j'encourage vraiment, vraiment beaucoup à faire, puis ça peut se faire en petits groupes. Puis tu sais, aussi, tout ce qui est justement le nom des lettres, le son des lettres, ça peut être juste... Tu sais, les enfants sont très, très intéressés par leurs lettres à eux.
Ça, c'est ma lettre, là. Fait que la Ouais, première la lettre de leur nom. de leur nom. Fait qu'il y a ça qui peut être super intéressant. Puis, tu sais, moi, j'ai tendance à faire aussi beaucoup, tu sais, dans les milieux de garde, justement, il pourrait avoir, puis même à la maison, là, c'est super, un coin, justement, dans les jeux symboliques. Fait qu'il y a un jour je sais pas, de faire semblant, là, d'une petite cuisine ou des choses comme ça. Moi, j'ai tendance souvent à ajouter un espace où il y a l'écriture qui est là. Fait que l'éveil à l'écriture qu'on appelle. Fait que ça peut être juste de, justement, les conscientiser. Fait que ça peut être, OK, ben je vais cuisiner quelque chose, je vais regarder ma recette. Fait qu'il pourrait avoir des petites recettes. J'aime ça. Oui, les j'aime enfants, ça. mais Okay. oui, ils vont regarder, je regarde. Ils savent pas lire, mais ils savent que une recette, c'est des mots écrits. Oui. Ça sert à faire quelque chose. Ça pourrait être de jouer au serveur-serveuse. Voici mon menu, puis là, je prends la commande, puis là, je fais semblant à y écrire. J'adore ça. Le médecin, le vétérinaire, ça, c'est super gagnant avec les toutous, tout ça. Oui. D'instaurer ça à la place de l'écriture, le sens de l'écriture. Oui. J'écris parce que je veux garder une information, je veux transmettre un message. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire vraiment très tôt, puis ils aiment ça, puis ils sont contents de faire ça. Oui, puis ça leur donne le goût d'en apprendre plus. Une fois qu'ils arrivent, puis vous dites, je vais apprendre à lire, puis je vais apprendre à écrire, puis ils sont déjà primés. Oui, vraiment. J'adore. Ouais. Y a-t-il d'autres choses que tu pourrais recommander? Ben, ça serait juste justement de faire remarquer tout ça. Fait que, pour les petits, là, fait que ça c'est, voici qu'est-ce qui est écrit, voici, je regarde le nom de la rue sur la pancarte, comme tout ça. Vraiment éveiller à l'écriture, le sens d'écriture, l'importance de ça, c'est vraiment très riche, là. Mais des bonnes pistes. Puis en ergo, qu'est-ce que... Ben, en fait, c'est pas l'ergo, là, c'est plus durant le développement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour outiller le plus possible l'enfant, comme tu disais, facteur de protection pour quand il va apprendre à écrire. Ben, c'est tout son développement moteur. Mais ce que je veux vraiment soulever ici, c'est que ça commence pas à la maternelle ou juste avant, l'année avant. Ça commence à la naissance. Donc, juste la motricité libre, passer du temps sur le ventre, au sol. Ben, j'en ai parlé tantôt. Fait que tout ce qui est posture, ben, jouer par terre, jouer dehors, sauter, courir, grimper, aller au parc. Fait que tout ce qu'on peut faire qui bouge durant la petite enfance, c'est gagnant. Manipuler, donc c'est facile aussi parce que tout ce qui est petit, c'est super stimulant. Fait qu'on joue avec des poupées, avec des blocs, qu'on aide dans la cuisine, éplucher une banane, une orange, tu sais, dans le fond, tout ce qu'on manipule puis qui est petit ou qui demande de la coordination, ça prépare déjà à l'écriture. Il y a des classiques comme découper qui va être très, très, très puissant pour commencer à séparer les fonctions des deux mains. Donc, la dominance manuelle, c'est important. Moi, comme ergo, c'est quelque chose que je dis souvent, la capacité de découper, c'est un peu comme le baromètre du développement de la motricité fine d'un enfant. Qu'un enfant qui découpe bien, à son niveau, là, 4 ans, ou peu importe, là, il y a peu de chances qu'il y ait des difficultés avec l'apprentissage de l'écriture s'il est déjà à l'aise dans une activité qui est complexe, là, comme le découpage. Donc, évidemment, la contrepartie de ça, c'est moins d'écran, durant la petite enfance. On n'a pas besoin de s'étendre là-dessus, mais c'est que chaque temps d'écran enlève du temps de mouvement, de manipulation. Les crayons, c'est intéressant aussi. Plusieurs types de crayons vont solliciter différents petits plans moteurs, différentes forces. Par exemple, un crayon de cire versus un crayon de feutre. Ben, le crayon de cire, il faut appuyer plus fort que le feutre. Ça ne bouge pas pareil. Fait que c'est le fun d'avoir une variété. Quand on arrive plus près de la maternelle, c'est le fun d'avoir aussi eu de l'expérience avec les crayons de bois qui sont beaucoup moins faciles que des feutres, disons. C'est le fun de colorier avec des feutres parce qu'il y a plein de couleurs, puis c'est facile, puis ça ne demande pas d'effort, ça se fait plus rapidement, pas besoin de beaucoup d'endurance. Donc, introduire les crayons de bois où on peut appuyer plus fort pour avoir des effets plus foncés, plus pâles. Mais ça m'amène aussi, souvent, on va les utiliser pas pour écrire ou nécessairement dessiner, mais pour le coloriage. Coloriage aussi, en s'en allant vers la première année. Donc, en maternelle, peut-être l'année avant aussi, c'est intéressant, le coloriage. C'est très visuomoteur. Puis ça développe déjà le début de suivre des règles. Hein, parce que le dessin, c'est super créatif. C'est beau. C'est comme je voulais le faire. Tandis que le coloriage, ben, il y a comme des règles implicites où il faut couvrir tout le blanc, il ne faut pas dépasser
Donc, ça commence à installer le fait que le A, ça ne s'écrit pas n'importe comment, c'est pas créatif, il va devoir être sur une ligne puis aux bons espaces. Fait que c'est des activités intéressantes qui préparent l'enfant. Et dessiner aussi, c'est super important parce que faire une lettre, c'est une construction. Donc, on va avoir appris le tracé, mais il faut comme le ressortir de la tête, puis c'est de la construction. Donc, plus j'ai dessiné, plus j'ai développé différentes façons d'utiliser mon espace. Oui. Et faire des lignes diagonales, des cercles, des choses qui se superposent comme des croix ou des formes, comme assembler 3 tracés pour faire un triangle. C'est pas si facile que ça. Oui. C'est pas si facile que ça. Donc, à travers le dessin, l'enfant va vouloir un jour, c'est garanti, faire une maison. Il va apprendre à faire un triangle, un carré, un cercle, un soleil et tout ça. Puis ça, c'est ce qu'on appelle les tracés de préécriture. C'est le type de tracé qu'on va retrouver notamment dans les premières lettres que je vais explorer probablement en maternelle, des majuscules, des choses comme ça pour faire mon nom. Donc, ces activités-là, plus ils ont été faites, plus l'enfant est à l'aise au niveau visuospatial, au niveau moteur, et il est plus prêt pour appréhender l'apprentissage de l'écriture où là, justement, le défi langagier, tout cet aspect-là que tu as décrit tout au long de l'épisode, de comprendre le code de l'écrit, transformer. Il y a tellement d'affaires au niveau langagier, cognitif, qu'il faut que l'enfant soit pas trop engagé dans le moteur. Il faut que son moteur soit déjà assez bien installé pour lui permettre de faire ça. Parce que s'il y a les deux en même temps, un enfant qui ne sait pas encore comment facilement faire un triangle, qu'on lui demande d'apprendre à faire un A, puis en plus de savoir le son, ben le A, c'est pas mal pareil, là, mais mettons le P, en tout cas. Ça peut être too much. Là, on n'est plus dans une zone d'apprentissage. Ça surcharge, en tout cas. Alors, puis petit bonus, là, aussi, utiliser des crayons dans différentes positions. On vient chercher de la posture en même temps. De la dissociation dans mes membres supérieurs, tout ça. Fait qu'on peut dessiner couché par terre, debout face au mur, avec une roche ou une craie sur de l'asphalte. Fait qu'on peut s'amuser avec tout ça durant la petite enfance. Dernière chose que je vais comme ajouter, c'est que l'ergonomie, j'en ai parlé, c'est important quand on commence à écrire, mais c'est important aussi durant la petite enfance pour un enfant qui fait du dessin, du coloriage, parce que ça influence beaucoup la prise du crayon et l'enfant va déjà commencer à prendre des habitudes posturales, s'il est mal installé, qui vont être plus difficiles à défaire plus tard. Donc, portez attention à l'ergonomie dès que l'enfant utilise un crayon, même si ce n'est pas pour écrire. On pourrait peut-être conclure avec des conseils, des suggestions de ressources pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la préparation, l'entrée dans l'écrit ou les défis s'il y a lieu. Qu'est-ce que tu recommanderais de ton côté? Oui, ben j'en ai parlé un petit peu, mais tout ce qui est la lecture interactive enrichie, pour moi, c'est comme quelque chose à savoir, à comprendre, puis autant pour les parents que pour les éducateurs, éducatrices, enseignantes au préscolaire, c'est quelque chose qui est quand même bien connu dans le monde de l'éducation plus scolaire, je dirais, préscolaire quand même un petit peu aussi, mais même pour les parents, je recommande vraiment d'aller s'informer là-dessus, puis c'est Pascal Lefebvre, qui est un orthophoniste québécois, qui a développé cette méthode-là. Puis en fait, Pascal, il est hyper intéressant, hyper généreux. Moi, je l'adore. Je l'ai reçu sur mon podcast à quelques reprises. Donc, il y a des entrevues avec lui qui expliquent un petit peu sa méthode. Je vais valider, je l'ai écouté, cet épisode-là. Oui. Effectivement. Oui. Super intéressant. Oui. Puis, j'allais dire, il y a aussi, fait que oui, il y a cette entrevue-là, mais il y a aussi, lui, maintenant, un site web qui est hyper complet, qui est en ligne maintenant, puis qui va parler, là, si on tape lecture interactive enrichie, c'est sûr qu'on tombe sur Pascal. Puis en fait, il y a même des exemples de comment ça se passe concrètement, il y a des exemples de livres qu'on peut utiliser, des fiches d'activités déjà toutes faites. Fait que, tu sais, si c'est quelque chose qu'on connaît pas bien puis qu'on se lance là-dedans, pour vrai, pour moi, c'est une ressource hyper intéressante, autant pour la conscience phonologique, les biais à l'écrit, etc. Okay. C'est bon. Fait que je dirais tout ça. Sinon, des ressources, là, ça a l'air un peu de base, mon affaire, mais un ensemble de lettres,
mobile. Oui, mais tu Pour l'as dit vrai, tantôt. c'est hyper, hyper important. Puis même, moi, je dirais même les enfants petits, là, moi, mes filles étaient à la garderie, il y avait les lettres avec des aimants sur mon Oui, frigo. oui. On inventait des mots, puis on les réutilisait quand ils ont appris à lire puis écrire pour manipuler. Pour vrai, moi, ça, pour moi, c'est comme quelque chose qu'on doit avoir. On s'entend, là. Mais à la maison, ça, là, c'est un achat, pour moi, important à faire, puis qui va servir à très, très long terme. C'est pas dispendieux, non? Ben non, c'est pas trop... dispendieux. Ouais. Mais non, c'est ça, ça se trouve assez facilement. Puis on essaie qu'il y a beaucoup, par exemple, un des enjeux que moi, je vois souvent avec les ensembles qu'on va acheter, par exemple, dans un magasin de jeux plus classique, ben soit on en achète 2. Tu sais, souvent, il y a comme un A, un B. Oui. Fait que là, on peut pas vraiment écrire des mots, alors qu'on a un ensemble qui a plusieurs voyelles puis plusieurs versions de la lettre. Bon, là, c'est plus facile c'est pas mauvais, là, quand ils sont petits, mais c'est juste que c'est un peu limitant, là, quand on veut écrire. Moi, je me souviens, le toutou de ma fille s'appelait Perruche. Il y avait beaucoup de R là-dedans à écrire. C'est un peu difficile quand on n'a pas beaucoup de lettres. Fait que ça, il y a ça. Sinon, je dirais dans les ressources et activités, tu sais, ben tu sais, c'est ça. Là, j'en parle beaucoup, moi, sur mon podcast, de tout ce qui est le langage écrit, lecture, écriture. Fait que vous pouvez aller voir ça aussi. Ça s'appelle l'orthophonie simplement, mon podcast. Fait que il y a comme des épisodes spécifiques sur ça, conscience phonologique, lecture, écriture, etc. Puis tout ce qui est le langage oral, comment ça influence le langage écrit. Mais c'est pour ça que tu es devant moi aujourd'hui. C'est parce que je te suivais sur ton podcast. Puis Oui. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a quand même bien de contenu là, dans le podcast. Puis c'est à la fois à l'oral. Ben c'est un podcast et il y a toujours un article de blog qui est associé. Donc on peut lire. OK. Que Lauriane est une ressource en soi. OK. Oui. Moi, je suis une ressource en soi. Je vais dire ça comme ça dans mon domaine. Puis sinon, je dirais, tu sais, justement, de pas avoir peur de jouer, de manipuler. Fait que là, je vais parler un petit peu, on parlait de pas trop de temps d'écran, mais tu sais, moi, des fois, je vais utiliser des petites applications, justement, des choses simples, là, tu sais, comme, je vais dire, j'ai une application vraiment simple de bonhomme pendu, OK? Hyper simple, dans laquelle on peut mettre les lettres, les mots de la semaine, par exemple, de l'enfant. Fait que, tu sais, justement, quand on veut soutenir l'orthographe, ce genre de choses-là, c'est vraiment génial. Fait qu'on peut aller sur ce genre de petite application-là, on met les mots de la semaine, puis là, l'enfant, il peut le faire, puis là, c'est un bonhomme pendu. Fait que ça l'ajoute comme un aspect ludique. C'est une belle activité, mais il devrait la renommer, hein? C'est macabre un peu. Je suis d'accord. Oui. L'application, c'est plus nécessairement un bonhomme pendu. C'est un bonhomme de neige qui se forme. Là. Oui. Ça s'appelle quand même bonhomme pendu, mais bref. Oui, on comprend le but. Oui, fait qu'il y a tout ça. Sinon, tu sais, par rapport encore plus à l'orthographe, il y a Alloprof. Fait que le site d'Alloprof qui ont fait plein de jeux aussi interactifs. Fait que ça, c'est quelque chose que j'aime. Tu sais, dans le sens, quand je propose des choses comme ça, c'est des fois aussi pour les parents, parce que s'asseoir avec notre enfant puis pratiquer l'orthographe, des mots puis tout ça, ça va, mais des fois, c'est un petit peu plus lourd. Fait que des fois, c'est le fun d'avoir des petites activités comme ça. Fait que ça s'appelle Magimo là, sur Alloprof. C'est une ressource gratuite aussi qu'on peut utiliser. Ouais. Tu as une formation pour les éducatrices aussi, je pense. Hein? Fait que dans le fond, oui. J'ai plusieurs formations. Fait que j'ai une formation pour les éducatrices vraiment en petite enfance, le milieu de garde, CPE, tout ça. Donc, on va parler beaucoup de ça, de tout ce qui est le langage et tout ce qui est l'éveil à l'écrit, la conscience phonologique, etc. Fait que j'ai ça. Je suis en train de développer une formation pour les enseignants-enseignantes. Fait qu'il y a aussi ça en lien avec le langage de façon plus globale. Parce que, encore une fois, dans le milieu de l'éducation, on est plus sensibilisé à tout ce qui est les troubles de langage écrit comme tel, mais de voir l'influence du langage, même à l'oral, des structures de phrases, tout ça, c'est quelque chose que je trouve dont on parle moins ou que les enseignants sont moins outillés. Fait que ça, c'est en développement là, actuellement. Donc, ça sera disponible. Puis les éducatrices spécialisées. Donc, ça en revient. La ressource, c'est le site web de Lauriane, puis on trouve tout ça là-dessus. Puis, de mon côté, oui, c'est ça. Le podcast Bouger pour grandir est une bonne ressource parce que là, on commence à avoir vraiment beaucoup d'épisodes. Et il y en a plusieurs qui donnent des idées d'activités pour bouger, pour se développer, posturale, motricité fine. Il y a le livre aussi, Bouger pour grandir, si on prépare plus à l'écrit. Sinon, c'est sûr que moi, ce sont mes sujets dada. Donc, mes réseaux sociaux, il y a beaucoup d'idées d'activités qui passent, le blog, YouTube, tout ça. Formation aussi pour éducatrices sur la motricité fine, la motricité globale, préalable scolaire, troubles sensoriels aussi. Puis évidemment, les formations pour les professionnels, pour tout ce qui est aspect moteur, écriture aussi. Donc, mon site. Toi aussi, c'est toi la ressource, finalement. C'est des bonnes ressources. C'est ça. C'est ça.
Parfait. Et j'espère que tous nos auditeurs ont autant apprécié l'épisode que moi. J'ai appris, puis je te trouve vraiment intéressante. Merci beaucoup d'être venue, Lauriane, pour ce super échange-là. On a appris que ces deux composantes-là, langage, moteur, sensorimoteur, spatial et tout ça, ça va main dans la main, puis qu'on peut pas vraiment les dissocier quand on intervient, puis quand on prépare les enfants. Oui, exactement. C'est important d'agir promptement. Oui, c'est ça. L'écriture, c'est pas juste une question de comment je prends mon crayon, comment je trace. Et comme on a vu, c'est vraiment, vraiment plus complexe que ça. Ouais, on garde ça en tête. Parfait. On continue à te suivre sur ton podcast, sur tes réseaux sociaux. Je mets tous les liens mentionnés dans les notes sous l'épisode. Et si tu es à l'écoute puis que tu as encore du temps, parce que c'est un épisode quand même long, mais si tu es vraiment dans le moment et tu es motivé, je te suggère un épisode complémentaire. Une question qui revient souvent, qui est est-ce que on devrait intervenir pour la prise du crayon, oui ou non? Donc, on débat un peu les avantages, les inconvénients selon l'âge, selon les défis. Donc, ce sera un épisode complémentaire logique pour la suite. Et si tu as appris quelque chose aujourd'hui, n'hésite pas à partager l'existence du podcast et celui de Lauriane à d'autres personnes autour de toi qui pourraient en bénéficier. Et sur ce, on va se retrouver très bientôt, continuer à parler de motricité et d'ergo. Merci, Lauriane. Bye! Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!